Roy, lui, avouait à notre collègue Paul Toutan qu'il ne se souvenait même pas du dernier défilé et pour cause. T'avais quel âge la dernière fois que le Canadien avait gagné la Coupe? 13 ans? Ben, je vais avoir 13 ou 14 ans, on dirait quelque chose, là. Je m'en souviens même plus. Pendant 5 heures, rien n'a fonctionné dans le centre-ville. Les voitures étaient bloquées, même les trains suivaient le défilé. Les facteurs travaillaient, si l'on peut dire, au ralenti, et les jeunes étaient partout, sauf à l'école. Vu d'en haut, ça avait l'air calme, mais vu d'en bas, c'était la marée humaine, la basse-cour avec son lot d'oiseaux perchés partout et d'écrivains spontanés prêts à tout pour la bonne cause. Rue Sainte-Catherine, les confettis tombaient du ciel. Tout le monde voulait toucher au héros des héros, Patrick Roy, qui s'était transformé en meneur de claques. Malgré quelques bousculades, les gens ont pu voir la Coupe Stanley, mais la belle humeur s'est gâtée lorsque le défilé a atteint le Forum. Claude Gervais à Montréal. Hey, wow, tabarnak! Ça va faire? Ça brassait effectivement devant le Forum. Regardez bien maintenant ce qu'avaient l'air les voitures décapotables qui ont servi à transporter les joueurs du Canadien. Pare-brise fracassés, capots renfoncés, des voitures neuves devenues tout à coup très usagées. Quelques fêtards un peu trop turbulents, la bière aidant, ont été arrêtés par les policiers de la CUM. Quant aux joueurs, eux, eh bien, ils ont réussi à entrer dans le Forum grâce aux policiers. Guy Carbonneau, lui, en avait ras-le-bol. Hey, Guy, fatigué? Très fatigué. Certains étaient au-dessus de tout ça, pendant que ça se bousculait en bas. Pendant ce temps, à l'intérieur du Forum, il y avait un spectacle. Ensuite, les joueurs ont fait leur apparition, et toute une. Ici Jacques Bissonnet, à Montréal. S'il faudra encore quelques jours pour effacer toute trace de ces manifestations d'hystérie collective, il faudra beaucoup plus de temps encore aux commerçants de l'ouest de Montréal pour oublier ces actes de vandalisme et de pillage qui ont fait pour 2 millions de dollars de dommages dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un seul des 30 quelques cas de pillage, les pertes s'élèvent à 250 000 $ en marchandises volées surtout. Ce soir, regroupés, les marchands ont affirmé vouloir obtenir des compensations financières et de la communauté urbaine et de la police de la CUM. À défaut de telles compensations, des poursuites seront intentées. Nous n'avons pas tous les faits précisément en main, mais nous croyons que les autorités policières devront être impliquées comme étant une des causes directes de ce qui s'est passé la soirée de samedi et dimanche. Cet après-midi, la police métropolitaine a justifié sa lenteur à intervenir dans la nuit de samedi à dimanche par le fait qu'on n'avait pas prévu pareille effusion de violence. D'autant plus, disent des policiers, que la partie décisive était disputée à Calgary. Ce n'est que vers minuit 30 dimanche matin qu'une escouade d'intervention complète a pu être dépêchée sur place. Il est impossible de se rendre à l'intérieur du secteur là, où il y avait les troubles en question. Alors, nos policiers ont dû rebrousser chemin. Alors, c'est là qui a fait que nous avons dû reviser toute notre intervention là-dedans. C'était impensable de laisser rentrer des autos pour aller répondre aux appels. Alors là, on a formé des groupes d'intervention. On a identifié des endroits par où on allait pénétrer. Si Montréal, ce soir, contrastant avec samedi soir dernier, ressemble étrangement au calme après la tempête, il n'en demeure pas moins que c'est probablement devant les tribunaux dans quelques jours que devrait se sceller l'issue de ce samedi soir de violence.
Alexandre Dumas, à Montréal. Il a tout juste 20 ans. Il a été proclamé le joueur le plus utile à son équipe. Il vient de Cap-Rouge, près de Québec. Il ne joue pas pour les Nordiques. Patrick Roy est le gardien de but qui a mené les Canadiens à la Coupe Stanley. Nous avons eu l'idée au point d'aller prendre sur le vif son retour à Montréal dans la nuit de samedi et de savourer les premières heures de sa victoire en sa compagnie et en celle de sa famille. Son père, qui est haut fonctionnaire au gouvernement québécois, sa mère, son frère Stéphane, qui a 18 ans, qui lui aussi joue au hockey professionnel, sa petite sœur Alexandra, qui a 11 ans, et puis les blondes des deux joueurs. Vous allez voir que Patrick est déjà bien conscient que la gloire n'arrive pas seule. Toute cette notoriété, la gloire même, tout à coup, c'est une responsabilité. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Bien, je pense qu'il est trop tôt pour vraiment dire là, la gloire que j'ai acquise. Je pense que on vient d'arriver, on vient de gagner la Coupe Stanley, puis il est vraiment trop tôt là, pour dire là, comment moi je vois ça. Je pense que quand tu as 20 ans, ça prend peut-être un petit peu plus de temps à réaliser ce que tu as fait tout au long de beaucoup de tension, beaucoup de pression. Puis ça prend tout le temps un petit bout de temps, vraiment, là, faut que tu t'assoies. Puis peut-être à ce moment-là qu'on réalise plus que ce qu'on a réalisé. Vous savez, quand on s'aligne pour les glorieux, il faut s'attendre à la gloire à un moment donné. Ben oui, il parlait, il vous a consulté tout à l'heure, je me disais, est-ce que vous avez une stratégie familiale de planification de carrière pour vos deux fils, ou s'il y a un peu d'improvisation? Il y a probablement un peu de tout ça. C'est pas vraiment une stratégie de carrière, mais je pense qu'on est une famille relativement unie. On se parle beaucoup, chacun concernant ses affaires. Et sans qu'il y ait de stratégie par rapport à la carrière de Patrick et de Stéphane, qu'ils ont eux-mêmes choisi. Hein. C'est pas nous qui avons fait le choix. On les a quand même supportés tout au long de leur carrière et on continue à le faire. C'est dans ce sens-là plutôt que ça se passe. Est-ce que vous êtes dans la famille des gens très sportifs qui a pu créer un climat comme ça ou ça vient naturellement, c'est vu naturellement? Vous avez senti ça très tôt qu'ils étaient pour être des joueurs de hockey? C'est-à-dire que oui, on est une famille qui aime beaucoup le sport. On accorde beaucoup d'importance à la pratique des sports. Ma femme qui était impliqués dans la natation auraient sûrement préféré au point de départ en faire des nageurs, mais eux, ils préféraient le hockey. Alors, ça a été le hockey. Comment vous sentez-vous là actuellement? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes sous le feu de la rampe et qu'il va y avoir une grosse responsabilité qui accompagne cette notoriété-là? Oui, je pense qu'il y a une certaine responsabilité. Moi, comme mère, je suis très contente de voir mes deux fils réussir dans le domaine qu'ils ont choisi, même si c'était pas la natation. Mais est-ce que ça a nagé au moins? Ah, c'est des très, très bons nageurs. Oui. Même Patrick, à l'âge de 7-8 ans, il était classé 3e meilleur dans la province de Québec. Mais à un moment donné, une bonne journée, il s'est levé et il dit « Mais nous autres, on ne veut pas faire des nageurs. C'est bien valeur. Tu as 150 nageurs dans ton équipe, mais nous autres, on ne veut pas être là. » Fait qu'à ce moment-là, je les ai inscrits dans l'équipe de hockey à Québec. Puis de là, c'est là que tout s'est passé. À un moment donné, des écoles de hockey l'été, d'autres écoles de hockey en surplus pour essayer d'accélérer les choses. Mais étant de Québec comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème de loyauté entre les Nordiques et puis l'équipe de Montréal? Les Québécois, en principe, devraient appuyer une équipe? Moi, pour ma part, quand j'étais jeune, j'écoutais, quand j'étais petite fille comme Alexandra, j'écoutais les Nordiques, pas les Nordiques, mais les Canadiens à la télévision. Après ça, quand on a eu notre équipe des Nordiques, à ce moment-là, j'étais pour les Nordiques. Mais après ça, dès que Patrick était repêché par les Canadiens, vraiment, j'étais... C'était un peu un rêve. Vous savez, lorsqu'on a des fils d'impliqués, la partisanerie, on se dépouille vite de la partisanerie. Ça perd un peu de son piquant de ce côté-là. Par ailleurs, on compense par d'autres genres d'excitation. Mais à titre d'exemple, lorsqu'ils étaient juniors, Patrick et Stéphane, ils avaient à s'affronter à une certaine époque parce que Stéphane était à Chicoutimi, Patrick était à Granby. Alors, il n'y a plus de place dans ces conditions pour la partisanerie. Aujourd'hui, le hockey... Pour nous, c'est devenu une opportunité de carrière pour Stéphane et Patrick. C'est plus une affaire de partisanerie. Et ils se sont déjà affrontés dans des équipes diverses. Ça va probablement se reproduire de nouveau. On l'espère beaucoup, oui. Ça se reproduit. L'année prochaine, ça va être un autre choix à faire parce si on a deux dans la Ligue nationale. Et pour Stéphane, lui, comment il se dirige là actuellement? Est-ce que c'est assez précis ce qui va se passer la prochaine saison? Là, présentement, je suis allé au camp d'entraînement des North Stars l'an dernier. J'ai réussi à avoir un contrat.
Je pense que c'était peut-être plus dur, c'était ça à gagner. Là, il me reste à faire l'équipe puis à demeurer avec le club. L'année passée, ça a assez bien été. Je suis resté quand même jusqu'à la dernière journée du camp d'entraînement. C'est décidé assez à la dernière minute. Quand on est un joueur de hockey, là, et comme dans le cas de Patrick maintenant, et peut-être dans le tien plus tard, on devient une sorte de modèle pour les jeunes. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça va vous amener à mener une vie de moine pour être un bon exemple? On l'espère bien. Je pense que la qualité que tu peux avoir le plus, c'est ton honnêteté. Je pense que une personne qui est honnête puis qui essaie d'avoir une image, là, peut-être là, sans être parfaite, mais avoir une bonne image, c'est peut-être la clé du succès. Quand vous étiez jeune, vous aviez des héros. Qu'est-ce que vous attendiez d'eux, ce que vous allez vouloir donner? Je pense pas qu'on ait eu des héros là, sur le plan discipline ou sur le plan là, modèle. On regardait, moi c'était Rogatien Vachon quand ça a commencé parce qu'il y avait des réflexes là, très rapides. Puis par la suite, bien, quand Daniel Bouchard était avec les Nordiques, étant donné que les Nordiques étaient mon équipe favorite, bien, je suis allé avec Daniel Bouchard. Alors, je veux dire, c'est pas, encore une fois, Daniel Bouchard, c'est pas un modèle que, je veux dire, j'ai à l'extérieur que j'ai suivi. C'est plutôt essayer de copier quelques techniques sur la patinoire. Si on prenait le style de nos idoles, tu sais, en fait. C'était plutôt sur le plan de la technique que sur le plan du comportement lui, social. Il voyait Vachon gauler avec les jambes écartées, il faisait pareil. Il voyait Tom Linsac lancer du bord d'un mitaine dans sa même place. Mais est-ce que maintenant, Patrick a le sentiment d'avoir trouvé un style qu'il va conserver ou s'il va y avoir des modifications? À un certain moment donné, quand tu arrives dans ta carrière, ben, tu essaies d'avoir ton propre style parce que tu peux pas copier le style d'un autre gardien de but. Il faut que tu aies ton propre style. Tu développes tes propres qualités puis tu travailles avec. Est-ce que c'est pas plus difficile pour un gardien de but? Parce qu'on les voit d'une manière un peu négative, c'est-à-dire on dit de temps en temps, il a alloué un point comme si c'était quelque chose qu'on dit à un moment donné, bon, ben, c'est beau garçon, il faut qu'il compte un but. Ça me semble négatif, la perception que les commentateurs ont des gardiens de but en particulier. Le rôle de gardien de but est très ingrat. Tout ce dont on tient compte dans les statistiques, en autant que le gardien de but est concerné, sont des choses négatives. Il s'est fait compter un but, etc. Tandis que les statistiques qu'on conserve sur les joueurs sont toujours positives du point de vue de l'équipe. Ils ont marqué des buts, etc. C'est sûr que c'est un rôle qui est excessivement ingrat. Alexandra, elle, comment est-ce qu'elle voit ça, toute cette activité autour du hockey? Est-ce que c'est une sportive, elle aussi? Bien, je pratique le tennis présentement. J'ai déjà fait la natation, l'équitation, puis... Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais commencer la ringuette. Sur patin ou... Sur patin? Une gardienne de but, souvent. Mais est-ce que c'est une carrière qui se dessine ou si c'est pour passer le temps? Déjà, est-ce que tu as pensé un peu à l'avenir? Bien, j'ai eu cette idée-là parce que j'aimais beaucoup le hockey, puis je voulais jouer, mais j'ai décidé de faire la ringuette. Est-ce que les gardiens de but risquent de jouer plus longtemps que ceux qui sont à la défense ou à l'attaque? Est-ce qu'il y a des exemples là-dedans? On peut imaginer Patrick dans 10 ans encore gardien de but, ou si déjà il voit qu'il voudrait diversifier son champ d'action. Bien, je pense que la carrière de gardien de but est rendue comme toutes les autres, elle est raccourcie. Faut que tu fasses ta carrière peut-être là, sur 10 ans. Rendu à 30 ans, là, les gars commencent à penser à la retraite, comme on dit, un peu jeune. Mais ça dépend beaucoup des blessures aussi. Hein? En général, moi, je suis porté à croire, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais que les gardiens de but sont moins sujets à des blessures sérieuses que les joueurs, par exemple, qui peuvent être blessés au genou et qui sont obligés de mettre une fin prématurée à leur carrière, bien sûr. Le port du masque a certainement aidé actuellement. Évidemment là, que le port du masque. Pour le gardien de but. Lui, on me pose souvent la question pourquoi il bouge tout le temps le cou comme ça. Est-ce qu'il y a c'est un tic ou... Il y a 3 raisons là, pour lesquelles je fais ça. Premièrement, moi j'ai un masque qui est collé sur le visage, alors il fait très chaud. Puis c'est lourd aussi. C'est lourd en même temps, alors je bouge la tête pour ça. Puis
Deuxièmement, bien, Daniel Bouchard bougeait beaucoup la tête. Puis, et puis, il y a le troisième, là, que je dirais là, qu'il y a peut-être un petit peu, c'est la nervosité. Là, quand tu donnes les buts, tu es tout le temps un peu nerveux. Alors, on lui a toujours dit que pour être un bon gardien, il fallait qu'il se serve de sa tête. Alors. Mais on pense aux blessures, on parle de blessures, de danger d'accident. Il n'y a pas seulement la mère ou le père, mais vous devez y penser souvent à ça, vous, madame, en particulier, de vos fils. On peut se faire blesser. Bien, Patrick, dans les buts, non, c'est rare que j'ai eu des chevaux, si vous voulez. Stéphane, comme joueur, oui. J'ai plus peur d'un joueur que d'un gardien de but pour des blessures. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez leur donner personnellement, sans vous occuper trop de la technique, pour qu'ils se protègent un peu plus? Non, je m'en mêle pas. Non, mais si on tombe, vas-y, bougez. Ah oui, j'ai demandé ça, c'est ça. J'avais dit, si jamais il y a un accident, puis vous êtes étendu sur la glace, puis moi, je suis à la télévision chez moi, bouge quelque chose pour que je me rende compte que vous n'êtes pas, vous n'avez pas perdu connaissance, vous n'êtes pas mort. Mais il ne faut pas trop bouger non plus, pour pas que l'arbitre se rende compte qu'il faut exprès. C'est un dilemme. Le rôle des parents en particulier, comment voyez ça, vous, là, les deux? Comme vous le savez, la nuit de samedi n'a pas été que joyeuse. Elle a même mal tourné au centre-ville de Montréal, où des milliers de partisans chauds, et non de chauds partisans, ont saccagé des magasins, renversé des véhicules, où il y a eu aussi une dizaine de blessés. La police, on le sait maintenant, a mis 2 heures et même 3 heures dans certains cas à intervenir. Aujourd'hui, la police de la communauté urbaine de Montréal plaide la surprise. J'ai rencontré son directeur des opérations en fin d'après-midi, M. Alain Saint-Germain. Monsieur Saint-Germain, vous avez plaidé la surprise en conférence de presse cet après-midi pour expliquer le retard qu'a mis la police à intervenir dans la nuit de samedi, mais c'est surprenant d'entendre la police être surprise. Bon, en fait, c'est une opinion, mais c'est une chose qui est possible et qui est contemporaine. Quand il survient des événements, à chaque fois, on prend le temps d'examiner les dossiers des événements antérieurs. On vérifie nos différentes sources d'informations pour savoir à quoi peut-on s'attendre. Et dans le cas présent, c'est un fait. On n'avait absolument aucune information qui pouvait nous laisser croire à une manifestation de ce genre-là. Mais l'an dernier, à Edmonton, M. Saint-Germain, il y avait eu une manifestation de joie qui avait mal tourné. C'est déjà arrivé à Montréal aussi, ça? Jamais. On a remonté jusqu'à l'incident de la suspension de Maurice Richard. C'est la fois où il y avait eu vraiment du grabuge. Mais autrement, à Montréal, surtout quand la Coupe est gagnée, c'est des manifestations de joie, etc. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas pensé qu'il pourrait y avoir une émeute vendredi. Vous y avez pensé, mais vous vous êtes dit, les possibilités sont trop minces. Sont trop minces. La Coupe est gagnée à l'extérieur. Alors, on a dit, la seule implication, c'est l'aéroport de Dorval. Et là, on avait prévu un service d'ordre. Mais même en admettant, M. Saint-Germain, que vous ayez été pris de court, comment se fait-il que vous ayez mis, dans certains cas, 2 heures et même 3 heures à intervenir? Des marchands s'en sont plaints. Bon, on dit 2 heures. C'est que notre intervention massive par groupe de policiers, effectivement, a eu lieu vers les 2h20, 2h25 du matin. Mais dès le début, vers minuit 20, minuit 25, minuit 30, minuit 40, il y a des appels qui ont été logés à 911 et puis il y a des véhicules qui ont été dépêchés sur les lieux. Mais pas assez. En fait, c'est pas assez. C'est que les policiers n'ont pas été capables de se rendre sur les lieux, soit parce que la circulation était obstruée, puis dans les cas où on a pu se rendre, ont été reçus avec des paquets de bouteilles, des roches, puis tout ça, au point que les policiers ont été obligés de retourner sur le pas pour voir s'il n'y a pas moyen d'intervenir d'une autre façon. Mais il reste que dans l'opinion publique, M. Saint-Germain, c'est inacceptable que la police mette autant de temps à intervenir. Et je pense qu'on ne s'est pas fait prendre de recours. Moi, je peux vous dire que sur le plan tactique à l'intérieur du service, tout a fonctionné à merveille. En ce sens que on était informé du développement de la situation. Déjà, le directeur qui est en service, parce qu'au niveau du service de la police de la CUM, on a un officier de direction qui est en devoir 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On a toujours eu un devoir. Alors, aussitôt, il y a des mesures qui étaient prises pour regrouper des véhicules des autres districts. On s'est préparé à intervenir. On a ouvert notre centre d'opération. On a rappelé un directeur, le directeur qui était responsable dans le centre-ville pour prendre charge de l'opération. Sur le plan tactique, ça a fonctionné de façon très efficace. Oui, mais sur le plan en pratique, il y a des marchands qui ne vont pas trop vous croire. Sur le plan opérationnel, nos véhicules n'ont pas été capables de se rendre. Et quelles leçons tirez-vous de cela? Ce qu'on retire comme conséquence dans un événement comme ça,
c'est que dorénavant, on va essayer d'être encore plus rapide. Mais encore là, on ne sait jamais dans quelle situation on va être placé. Si à un moment donné, on réussit... Vous ne pouvez pas tout prévoir. Ben non. Puis c'est ça le travail de la police. Hein? Sur le plan opérationnel, on peut prévoir des services d'ordre. Grosso modo, là, bon, OK, j'ai tant de policiers à tel endroit, on pense qu'il va y avoir plus de gens à tel endroit, puis moins à tel autre. Mais il faut faire preuve de beaucoup d'autonomie à un moment donné, puis on a des situations qui surviennent à un moment donné, puis il faut ajuster nos services d'ordre en conséquence. C'est pas une question d'économie si vous avez agi de la sorte dans la nuit de samedi. Et au contraire, on a, je pense, été présent, on l'a été aux endroits stratégiques. C'est ça qui est important. Alors, ce que vous nous dites en conclusion, c'est que des événements comme ça, il y en arrivera peut-être encore. Vous essaierez de faire mieux la prochaine fois, c'est ce que vous nous dites? D'une fois à l'autre, c'est ce qu'on tente de faire. Merci beaucoup, M. Saint-Germain. Merci.